Covid, vaccin, passe sanitaire et liberté. Faisons le point. Le gouvernement a décidé de ne pas imposer la vaccination, de ne pas la rendre obligatoire. Par contre, non, pas par contre, de plus, non, pas de plus. En même temps, ou dans le même temps, ou un peu avant, il délivre un certificat de vaccination attestant que la personne a bien reçu le vaccin. Dans le même esprit, que ceux qu'on trouve dans le carnet de santé de l'enfant ou parfois de l'adulte. Puis, donc ce n'était pas tout à fait en même temps, il instaure le pass sanitaire. À la différence du certificat qu'on peut garder dans la poche ou le plus souvent dans un tiroir au cas où, le pass sanitaire s'applique, je cite, à des catégories de lieux, d'événements et d'usages. Il est exigible à l'entrée d'un certain nombre d'établissements, les bars, les restaurants, les magasins, certains transports, etc. Comme la liste est longue, je ne vais pas détailler. Certes, on y trouve quelques incohérences, mais faisons crédit aux promoteurs de cette disposition et retenons l'intention résumée dans le slogan pour rester ensemble face au virus. Pour le philosophe Emmanuel Kant, c'est l'intention qui compte et c'est sur celle-ci qu'on sera jugé. Pour être plus complet sur les intentions, je cite la page du gouvernement. Son utilisation, le pass, est une condition pour lutter contre la nouvelle vague épidémique observée depuis plusieurs semaines tout en permettant la poursuite de toutes les activités. Le pass préserve ainsi un retour à la vie normale et au plaisir du quotidien tout en minimisant les risques de circulation du virus en complément des protocoles sanitaires propres à chaque secteur. Les intentions sont bonnes puisqu'elles sont pour notre bien. Ainsi, les possesseurs de la pièce à conviction, dans le sens de convaincante, c'est-à-dire ayant la preuve matérielle de la vaccination, peuvent avoir accès au lieu où elle est exigée. Je sais que la pièce à conviction est en droit la preuve matérielle d'un crime, d'un délit ou d'une faute, et ce n'est pas le cas ici, ou bien ce serait son défaut qui serait la preuve matérielle d'un délit ou d'une faute. J'ai trouvé dans le dictionnaire que Paul Claudel, dans son livre Un poète regarde la croix, avait écrit qu'aux époques naïves et chez les peuples primitifs, le voleur était exposé à la réprobation générale, affublé de l'objet même de son larcin, de la pièce à conviction, ce pot sur la tête qu'il a soutiré, cette bourse à son cou, dont par un coup de rasoir adroit il a débarrassé le légitime propriétaire. Ici, on ne porte pas son passe en collier, enfin pas encore, et rien ne distingue un vacciné d'un non vacciné, sauf à la porte d'un établissement au moment du contrôle. Jusqu'à maintenant, pas de signe ostensible ou convictionnel d'appartenance à tel ou tel groupe. On sait combien la manifestation d'une différence par des signes ostensibles en excite quelques-uns et il ne faudrait pas manifester sa foi dans le vaccin par un insigne. Je m'égare, mais quand même, il y a dans la marque d'une distinction quelque chose qui touche à des valeurs. Ainsi, j'ai vaguement le souvenir d'un ressenti, un ressenti éprouvé, lorsque par exemple les 3 ou 4 premiers rangs d'une salle de conférence ou de concert sont réservés à des personnalités qui en général sont absentes alors qu'on est relégué au rang d'après. Mais ce ressenti, nous l'avons, je dis nous, mais je généralise, ce ressenti, nous l'avons pour tous les passe-droits, passe-fil et autres privilèges. Ils sont en général perçus comme des faveurs accordées à tel ou tel qui vont à l'encontre du droit commun, du règlement ou simplement contre l'usage ordinaire qui voudrait que chacun et chacune soit traité à égalité. Et si j'ajoute à cela la suffisance et la morgue des dits privilégiés, t'es pas loin de la révolte. Du genre, moi je passe, pas toi. C'est énervant. D'ailleurs, c'est plus profond cette histoire de faveur qui va bien au-delà du passe ceci ou du passe cela, puisqu'elle touche au sentiment d'égalité et de justice, à ce qui est juste ou pas. Et c'est peut-être ce qui est en jeu aujourd'hui. Tiens, ça me fait penser à celui, c'est plutôt celui que celle-là, carrément sans gêne, qui dans la file d'attente passe devant tout le monde. Bon, j'ai planté le décor. On a donc une épidémie, on vaccine pour y faire face, comme on ne veut pas brutaliser les gens, on leur laisse le choix de se faire vacciner ou non. Bien. Mais c'est là où tout se complique,
c'est que seuls les vaccinés peuvent avoir accès à tel ou tel lieu grâce au pass. Jusqu'à présent, passe-partout. Jusqu'à présent, j'ai tenté de m'en tenir aux faits, à la situation, sans chercher à remonter aux causes. Démarche qui en général aboutit à Dieu ou au Big Bang, sans non plus entrer dans le débat frontal pour ou contre le vaccin, pour ou contre le laissez-passer sanitaire, etc. Ce qui ne m'empêche pas d'avoir une opinion, sinon une conviction, mais je n'aurai pas la pièce idoine à fournir. Je penche plutôt pour la vaccination, alors qu'il y a quelque temps, je ne souhaitais pas me faire vacciner. C'est la mort d'un ami qui m'a décidé, donc une décision plus émotive que rationnelle, où j'aurais pesé le pour et le contre sans jamais y parvenir. Ceci étant, je ne suis pas pro-vaccin, notamment compte tenu de la diversité des points de vue, mais plus clairement, je me dis contre le pass sanitaire. Sans doute cela tient-il à une position profonde du genre contre ce qui est pour ou contre ce qui entrave la marche, la bonne marche. Et je ne veux pas dire non plus que ce débat n'est pas nécessaire, au contraire, il permet d'établir un rapport entre les forces en faveur de telle ou telle idée et de dire ce qui vaut le plus dans une société à un moment donné. J'y reviendrai peut-être. Je m'en tiens donc aux faits, ou je tente de m'en tenir aux faits. Mais il n'y a pas de fait en soi, il n'y a que des interprétations, dit Nietzsche, et ce n'est que dans la convergence de certaines interprétations qu'on s'y retrouve. Je vois tout de suite se profiler un gros problème. S'il n'y a pas de faits établis, alors tout se vaut et chacun balaye devant sa porte, encore que ça se fait de moins en moins. Pourtant, même en droit, on est obligé d'établir la matérialité des faits. Le fait que je sois blessé pendant mon travail et que ma blessure soit apparente ne suffit pas pour que le fait soit établi. Il faut y ajouter des circonstances qui relèvent de tout un tas de registres parfois, ou du registre de l'émotion ou du ressenti, et qui reposent sur la parole ou des témoignages, parfois évasifs, contradictoires ou partiaux. Vouloir s'en tenir aux faits ne garantit rien. J'ai tenté de le faire en première approche, sans jugement ni interprétation, mais lorsqu'on décrit une situation, parfois un mot, rien qu'un mot, peut venir se glisser dans le propos sans qu'on y prenne garde, et déjà on porte, sans le vouloir, un jugement sur la valeur du fait, une appréciation subjective, donc idéologique. Tiens, prenez l'histoire du passe-droit. Dans le propos de tout à l'heure, se sont glissés les mots égalité, juste, justice et implicitement leur contraire, inégalité, injustice. De là arrive presque naturellement le mot liberté. Ça tombe bien parce que c'est là que je voulais en venir et le match de boxe peut commencer. À ma droite, la liberté menacée, à ma gauche, une liberté possible ou l'inverse. C'est indifférent car on a vu réunis droite et gauche pour la même revendication, non au pass sanitaire. Je laisse la partie se poursuivre. Si je pose bien les termes du débat, d'un côté, le sauf-conduit sanitaire est une atteinte à la liberté si on ne le possède pas. De l'autre, il est la possibilité pour les détenteurs de se déplacer librement et d'aller là où ils veulent se rendre. Pour les premiers, objectivement et par rapport à ce qu'ils vivaient précédemment, il y a bien une limitation de leur liberté. Pour les seconds, il y a la possibilité d'exercer une liberté, mais ce n'est pas un gain de liberté puisque c'est en gros la possibilité de vivre comme avant. Alors, quelle est cette liberté? Quelle est sa nature? Une petite incise ici quand même, petite mais pas mince. Avoir en tête qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne peuvent simplement pas exercer leurs droits élémentaires et que pour d'autres, ils sont carrément au-dessus de ces questions. Leur mode de vie et leur niveau de vie les placent en dehors de tout soupçon. Ils peuvent ou non se faire vacciner, ils n'ont pas besoin de passe et vont là où bon leur semble. Je ne veux pas étirer en longueur la parenthèse, mais avant toute réflexion sur la liberté à propos de la situation présente, il serait bon de s'inquiéter quand même et un peu de ce qu'il en est des libertés aujourd'hui et de dramatiser un peu les propos tranquilles et généraux sur la liberté avec majuscule et donc de poser les questions qui, quand, où, comment. Ça calme les propos de salon sur la liberté. Qui est privé de liberté? Qui est privé de quoi? Dans quelles circonstances? Empêché de se nourrir, de se loger, de vivre? Et qui s'autorise tout? Passe au-dessus du droit en avion ou en yacht?
Ah oui, où en étais-je? Si pour les gens sans passeport, j'allais dire Ausweis, mais ça c'est le genre de ceux qui ont pensé apartheid, étoile jaune, camp, etc., etc. Une sorte de reductio ad Hitlerum. Ces gens, donc, des gens sans passeport, qui ont l'habitude d'accéder à leur lieu, endroit considéré du point de vue de son affectation ou de ce qui s'y passe, accéder à leur lieu commun, il y a restriction de liberté incontestablement. Quant à ceux qui jouissent d'une liberté qu'ils avaient avant, il y a problème sur la nature même de cette liberté. J'ai l'impression de tourner en rond, mais c'est le sort de toute réflexion qui avance à vue ou à gambade, dirait Montaigne. J'aime assez son idée d'essayer des idées, même si elles ont été déjà largement rebattues. La liberté des possesseurs de passe est-elle une liberté retrouvée? Oui, s'ils en avaient été privés, mais ce n'est pas le cas, puisque c'est une liberté qu'ils avaient dans le cadre précédent, déjà dit. C'est donc une liberté qui s'exerce dans un nouveau cadre. Lequel cadre a été défini sans qu'ils aient eu à participer à sa confection. Mais peut-on dire que le cadre lui-même, que je n'ai pas choisi, permet néanmoins d'exercer une liberté? Plutôt de me permettre d'exercer des libertés que j'avais avant. Étrange, non? Je crée un cadre suffisamment contraignant pour que tu aies le sentiment d'être en liberté. Bizarre. Là, je coince un peu. Voyons les ressources. Sartre. On n'a jamais été aussi libre que sous l'occupation, dit-il. Traduire ainsi que la liberté qui s'exerce pendant l'occupation est en quelque sorte une liberté supérieure à celle que j'exerce dans un cadre soft dit démocratique. Je peux choisir librement ma marque de voiture, d'aller en vacances, d'aller au supermarché, de mon choix, de voter, d'aller au cinéma, de m'installer en terrasse. Notez que tous en terrasse est le signe majeur d'une liberté retrouvée. Sartre veut dire qu'il y a des situations où l'on peut faire vraiment l'épreuve de la liberté, et paradoxalement, c'est dans un cadre contraint, très contraint, que c'est possible. Et d'autant plus possible que le cadre est contraint. Or, le cadre n'est pas contraignant pour ceux qui ont le passeport, puisqu'ils exercent la même pseudo-liberté qu'avant. Je parle de ceux qui ne font pas l'objet de l'incise ci-dessus. Ils peuvent aller et venir, tourner en rond. Par contre, il l'est pour ceux qui ne l'ont pas, le passe. Donc, ils vont avoir à cette occasion l'occasion d'exercer une liberté supérieure à celle que le maire de Reims appelle narcissique, la liberté de ceux qui ne pensent qu'à eux et qu'à éviter tout conflit. Sauf que lui l'attribue à ceux qui ne veulent pas du pass. Or, ce sont eux qui subissent la contrainte et ce sont eux qui ont la possibilité de dire non, donc d'exercer une forme de liberté. Ceux à qui André Gide recommande de suivre leur pente, mais en la remontant. Bon, on n'est pas sorti de l'auberge si tant est qu'on y soit entré. C'est que le cadre qui nous est imposé l'est au nom d'une valeur qu'on pense supérieure. Supérieure à la liberté ou à l'égalité qui sont, dit Miguel Benassayag, des exigences. Sauf que comme pour le meilleur tireur de l'Ouest, il y en a un qui est toujours possiblement un meilleur tireur. Il y a des valeurs, on met des guillemets car le mot est pas mal édulcoré, qui à un moment donné valent plus que d'autres valeurs qui pourtant étaient bien établies. Dernièrement on avait la sécurité et on fouillait les sacs, maintenant on a la santé et on contrôle les passes. Ce que je voulais dire avant de digresser à nouveau, c'est que c'est pour vivre ensemble qu'on nous demande d'accepter quelques contraintes en attendant que les choses s'arrangent. C'est au nom du bien de tous. Alors dans ce cas, évidemment, contester le bien, le vivre ensemble, comme dit encore le maire de Reims, c'est ne pas être responsable. C'est une liberté narcissique en ce sens-là. Notons au passage que la distinction proposée par le dit maire de Reims est heuristique, au sens, pour ceux qui ne connaissent pas le mot heuristique signifie qui invite à l'étude, à la réflexion. Et bien sûr, vous posez la question, ou peut-être pas, de savoir qui établit les valeurs et quelles valeurs. Alors on peut penser qu'il existe des valeurs, des lois ontologiques naturelles qui existent avant toute institution humaine et qui valent plus que ce qu'on appelle le droit positif, les règles établies par les humains. Antigone est le modèle de cette distinction. Pour contester son oncle Créon, qui invoque les règles positives, c'est-à-dire posées, de la cité, pour ne pas donner de sépulture aux frères d'Antigone, celle-ci invoque un droit naturel, une loi naturelle, sur laquelle on peut s'appuyer pour dire que tout être humain a droit à une sépulture. C'est un peu raccourci, comme disait Louis XVI, mais c'est l'idée. Et si les valeurs sont naturelles, on ne discute pas.
À l'inverse, on peut penser qu'il n'y a pas de ces lois naturelles qui fixent les valeurs qui valent en tout temps et en tout lieu. On peut penser, comme dit Blaise Pascal, qu'avant l'établissement, il n'y a rien. C'est un désert de valeurs. Elle ne s'installe que dès lors qu'il y a société, et il ne peut y avoir de société qui définisse ce qui vaut ou ce qui ne vaut pas tant qu'elle n'est pas ou tant qu'elle n'a pas été créée. De là, selon les époques, les valeurs varient et sont le fruit des rapports de force qui existent dans la société. Tantôt la mesure, l'ordre, comme chez les Grecs, tantôt l'honneur, comme au Moyen Âge, ou encore la liberté et l'égalité, puis la santé et la sécurité, peut-être même l'utilité, l'efficacité, la réussite, la performance. Tout cela n'est pas tranché et s'entremêle, mais certaines valeurs ou principes deviennent dominants à un moment donné et indiquent comment il faut penser le monde. Et comme il est dans leur nature de dominer, elles deviennent l'objet de la politique ou d'une politique, une politique de santé, pour la bonne santé des citoyens. Alexis de Tocqueville, dans La démocratie en Amérique, donc là on est au XIXe siècle, imaginant sous quel trait nouveau le despotisme pourrait se produire dans le monde, voit des hommes vivants repliés sur la sphère familiale, préoccupés uniquement par de petits et vulgaires plaisirs, et au-dessus d'eux un pouvoir immense et tutélaire, qui se charge seul d'assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. Il montre alors que, le Tocqueville en question, il montre que l'État protecteur ne peut que maintenir les hommes dans l'enfance et l'irresponsabilité. Certes, contrairement à l'État violent et ouvertement dominateur, l'État bienveillant ne brise pas les volontés, mais il les amollit, les plie et les dirige. S'il force rarement à agir, il s'oppose sans cesse à ce qu'on agisse. Il ne détruit point, mais il empêche de naître. Il ne tyrannise point, mais il gêne, il comprime, il énerve, il éteint, il hébète, et il réduit enfin chaque nation à n'être plus qu'un troupeau d'animaux timides et industrieux dont le gouvernement est le berger bienveillant. Il pourrait même, ajoute l'auteur, nous éviter l'effort de penser. Mais n'exagérons pas, nous n'en sommes pas là. Alors quoi? Eh bien, on ne peut rien conclure, apparemment. Rationnellement. Maintenant, place aux convictions. La réflexion et la rationalisation, ou leur tentative, cèdent ici le pas à l'intime conviction, faite de sensibilité, de ressenti, d'intuition. Au bout du compte, comment je la sens, cette affaire? À la manière de Spinoza, je suis affecté par quelque chose, même si je n'en ai rien à faire. Et pourtant, quelque chose m'arrive. En effet, dire que je n'en ai rien à faire, c'est déjà une réponse à quelque chose qui m'a affecté. Je suis donc affecté par cette histoire de vaccin et de passe, et avant toute réflexion, mon corps-esprit réagit. Et c'est d'abord par le ventre que je peux ressentir la liberté. La liberté privée, la liberté contrainte, ça fait mal au ventre. On dit bien ça me ferait bien mal au ventre d'accepter ceci ou cela. Le ventre et la tête, et le corps se met en route en se pliant ou en se dressant, en se redressant. Pour terminer, il faudrait préciser une chose. La liberté, me semble-t-il, se définit par rapport à un cadre, je l'ai dit tout à l'heure, plus ou moins contraignant ou vécu comme contraignant. Oui, il faudrait aussi ajouter vécu comme contraignant. Par rapport à des interdits, des obligations, des autorisations, la liberté peut se définir. Ainsi, le cadre défini par l'obligation du pass peut ou non toucher à la liberté. Mais on la distinguera du libre arbitre. Celui-ci s'exerce presque indépendamment du cadre, même fort contraignant. Le poisson rouge dans le bocal a toujours la possibilité d'aller dans un sens ou un autre. Il y va de son libre arbitre. Oedipe, malgré la fatalité qui pèse sur le fait pèse sur lui, Oedipe, malgré la fatalité qui pèse sur lui, fait toujours des choix tout au long de sa vie, mais presque totalement paralysé, aujourd'hui on dit handicapé, je peux encore lever le petit doigt pour contester les dispositions prises pour moi. Cela dépend de mon libre arbitre. On aura le droit de contester que ce libre arbitre est absolu, indépendant de toute détermination. C'est vrai, mais c'est encore un autre débat, certes vital. Ainsi, dans un cadre sanitaire qui m'est imposé et qui nuit à la liberté, au sens général, je peux exercer mon libre arbitre, décider de me faire vacciner ou pas. À ne pas confondre donc avec liberté, ou alors c'est par illusion d'optique.
La ressemblance avec le poisson rouge est fortuite, hein, bien sûr. Ainsi va le monde.